Salut Bergman. Salut. L'album s'appelle No Curfew, pas de couvre-feu. Ça sorti en mai dernier. Et ce qui est dingue, c'est que ça a été écrit 2 ans avant la pandémie. Ouais. Après, c'était donc toi la responsable. C'était moi la responsable. Ouais, c'est ça. Oui, le titre. Ouais, le titre était un peu prémonitoire, effectivement. Mais je savais pas. Et comme beaucoup de mes chansons, en fait, finalement, je les écris et après, il se passe ce que j'écris. Quel a été le déclic qui t'a fait basculer dans la chanson? C'est Sister Act 2. D'accord. J'ai vu Sister Act 2, pas à sa sortie parce que j'avais 1 an quand il est sorti. Mais je sais plus exactement quel âge j'avais. Et en fait, c'était trop bien, quoi. C'était la vie que je voulais. Bergman, tu as grandi à Paris dans une famille passionnée de théâtre. Ton nom Bergman avec 2 N, je le précise, c'est en hommage à l'actrice Ingrid Bergman et au cinéaste suédois Ingmar Bergman. Pourquoi avoir mélangé ces 2 univers-là? Parce que c'est 2 cinémas très différents et en même temps c'est l'homme et la femme. J'aimais bien l'idée que ce soit non genré, qu'il n'y ait pas de prénom non plus, qu'on ne sache pas si c'est une femme, un groupe, un homme. Voilà. Alors au début pour toi, le chant c'était pas du tout ton truc. Tu disais quand j'étais petite je chantais faux. Ouais, c'est vrai. Je chantais faux mais je chantais quand même. Comme quoi quand on persiste on arrive à tout. Et quand on est issu d'une famille d'artistes et qu'on se dit bah voilà je veux faire de la chanson mais c'est pas dingue, qu'est-ce qu'on reçoit comme conseil? Je pense qu'on reçoit pas vraiment de conseils justement. Je pense que quand on est dans une famille d'artistes, ils partent du principe que c'est inné. Donc faut juste rattraper le rythme, faut suivre la cadence et trouver sa place. Est-ce qu'il y a plus d'exigences? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça en fait, je pense qu'il y a une phobie de la médiocrité qui est terrible et en fait qui parfois freine à faire quoi que ce soit. Et donc c'est ça qu'il faut outrepasser. Et comment ça se manifestait chez toi? L'oisiveté, vraiment. C'est la contemplation. Mais au bout d'un moment, il faut faire. Ouais. Voilà. Et quand tu t'es dit je vais faire, est-ce que justement tu avais cette confiance en toi ou c'était quelque chose que tu as acquis en faisant? Ou peut-être toujours pas? Je l'ai jamais acquis, je fais semblant. Ouais. Je pense qu'il faut faire semblant, fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà, pardon. Et je pense qu'au bout d'un moment, peut-être quand on a peut-être le succès qu'on espère, on a un petit peu plus confiance, mais pour le moment, ouais. Tu dis que ta mère t'a transmis son goût de la mise en scène et que désormais, toi, tu te vois comme un personnage de cinéma. Comment est-ce que tu as créé le personnage Bergman? Alors le personnage Bergman, en fait j'ai fait un premier clip qui s'appelait Pay Attention où je sortais d'une relation très très difficile où j'ai voulu placer une sorte de vengeance mais dans la fiction et du coup c'est créé une sorte de personnage un peu complètement fou et une sorte de femme vengeresse et très très glamour et en même temps sans pitié et j'ai bien aimé ce personnage. Je trouve que c'était une sorte de vision un peu moins lisse de la femme que j'aimais bien que ce soit représenté en tout cas dans ce que je fais et voilà, et ça m'a plu, j'ai voulu continuer sur cette lignée-là d'une meuf un peu folle, quoi. Et puis surtout à contre-courant, c'est qu'on est dans une époque où les gens se montrent comme ils sont sur les réseaux, utilisent des filtres. Toi, t'as carrément créé un personnage de toute pièce, ultra extravagant, ultra sexy, ultra glamour. Alors que méchante, pas forcément gentille, quoi. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Pas dans la fausse bienveillance qui est un peu la norme en ce moment. Exactement, pas dans le politiquement correct, si, un peu quand même. Mais je veux dire qui s'excuse pas en fait d'être et qui vit dans ses défauts. De quoi est-ce que tu voulais te venger? D'une violence que j'ai vécue et je crois que voilà, j'ai eu besoin de tuer cette personne de manière fictive et ça m'a fait énormément de bien et vraiment je pense que je me suis complètement dévoilée à moi-même à partir de ce moment-là. Tu as déjà pris la parole sur les violences faites aux femmes. Comment est-ce qu'on arrive lorsqu'on est artiste à se dire bah voilà, je vais moi-même témoigner? On attend qu'on nous le demande. Si on nous le demande, voilà, on se pose vraiment la question. Mais je me suis vraiment posé la question parce que je voulais peut-être pas que ce soit une de mes premières prises de parole. Et en fait, je me suis dit que je regretterais plus de pas le faire que l'inverse. Et voilà, du coup, je l'ai fait. Est-ce que tu penses que la prise de parole, c'est un acte de foi, c'est un acte qui aide à s'en sortir? Oui, je pense que ça met un peu vraiment les choses dans une sorte dans un vrai passé. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu de temps, j'en rêvais encore, je faisais encore des cauchemars et j'ai l'impression que plus j'arrive à mettre des mots dessus, plus en fait finalement il y a un détachement qui m'aide moi à avancer.
Est-ce que le fait d'avoir créé ce personnage t'a permis de sortir de cette relation? Complètement. Ouais. Complètement. En fait, non, le personnage est arrivé après. Mais je pense que les chansons sont arrivées pendant. Donc en fait, tout était vraiment lié, quoi. Et les chansons m'ont beaucoup aidé et le personnage m'a aidé ensuite pour guérir, en fait. On rappelle qu'on est seulement la première semaine de janvier 2022 et qu'il y a déjà eu 3 féminicides en France. Oh, je savais pas. Ouais. Mais malheureusement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Et j'aimerais bien qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises et qu'on écoute un peu la parole des femmes concernées. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à l'écouter? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un gros problème même dans le choix des mots dans les médias quand souvent on dit crime passionnel, enfin ce genre de choses. Il y a une sorte toujours une sorte de mythe autour de l'amour, autour du bad boy, autour de choses comme ça qui sont des sortes de dessins qui sont complètement romantisés finalement et qui n'ont rien à faire dans quelque chose de criminel en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut déjà déconstruire et qu'il faut surtout qu'il y ait de la vraie justice et que la justice aille vite et qu'elle soit qu'on remette pas en question la parole des femmes. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'une relation toxique? Non, mais en fait, j'ai aucun conseil à donner. J'ai moi-même pas réussi à le faire pendant 4 ans. À un moment donné, il y aura une porte de sortie, il faudra la prendre. Voilà, et essayer, si c'est possible, d'en parler à une personne, d'avoir au moins un confident, une confidente. Moi, j'avais pas ça et je pense que c'est ce qui a fait que ça a duré vraiment 4 ans, quoi. Donc, je pense que c'est important d'essayer de tendre une main si c'est possible. En tout cas, tu as la musique, ce personnage Bergman qui est tout simplement fascinant. Moi, j'ai eu la chance de te découvrir sur les réseaux, de voir ta musique et à chaque fois, je trouve que la production est exceptionnelle. Je te prends la tête sur les clips. Ouais. Comment est-ce que tu as mis ça en place en fait? Parce que c'est une armée. Ouais. En fait, pour moi, c'est venu hyper naturellement. Je crois que un de mes plus grands rêves, c'est de réaliser depuis toujours. Et je me sentais pas légitime. J'ai arrêté l'école à 15 ans, donc j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas eu de parcours très axé là-dedans. J'ai pas fait d'école de cinéma. Et comme j'ai un grand respect pour le cinéma, il me semblait que j'avais l'impression que c'était obligatoire. Et en fait, je crois que j'ai commencé d'abord à écrire mes clips, puis à ensuite constituer les équipes, que ce soit les chefs opérateurs, les décorateurs, les stylistes, maquilleurs, coiffeurs, etc. Maquilleuses, coiffeuses, tout ça au féminin également. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'arrête? Et ce qui m'arrêtait, c'était moi, en fait. Et pendant le 2e confinement, je me suis botté les fesses et j'y suis allée, quoi. Il y a une artiste dont j'ai envie de te parler. On a eu la chance à l'époque au Grand Journal de la recevoir alors qu'elle commençait à peine, c'était Lady Gaga. Ouais. Est-ce que c'est une influence pour toi? Alors, pas vraiment, mais en même temps, je l'admire, bien sûr. Mais dans la façon de faire, en fait. Ouais, Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'underground, qui vient du théâtre, qui s'est créé son personnage? C'est vrai. Oui, complètement. Non, mais en vrai, je vois pourquoi tu peux avoir envie de me parler d'elle. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Après, c'est vrai que musicalement, je me reconnais pas forcément. Non, ça n'a rien à voir. Mais je trouve qu'il y a une sorte de truc de réinvention permanente que j'adore, en fait. Donc, il risque d'y avoir une Bergman par album? J'espère, en fait. Et même, en vrai, j'aimerais bien faire dans les clips, pareil, des exercices de style cinématographique à chaque fois, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur le contexte triste de cette chanson. Elle a été écrite en 2019, au moment où un producteur de légende nous a quitté, Philippe Zdar, du groupe Cassius. Ouais. Alors moi, je l'ai pas connu personnellement, mais je suis arrivée en studio parce que voilà, on était en composition de l'album et il fallait quand même qu'on travaille. Et je suis arrivée et j'ai senti qu'il y avait une ambiance très lourde et très triste. Et je me demandais ce qui se passait. J'avais évidemment appris la nouvelle, mais comme je le connaissais pas, je pensais pas que mes collaborateurs le connaissaient. Donc je travaillais avec Paul-Éric Rouvière et Florent Livet à ce moment-là. Et du coup, il m'explique que c'était quelqu'un de très proche pour eux. Et j'allais pas écrire une chanson d'amour ou une chanson nombriliste à ce moment-là. Donc alors que moi-même je connais le deuil, j'ai vraiment d'un seul coup je me suis mis dans une place de spectatrice et vraiment d'amie qui console en fait. Donc c'est une chanson sur le deuil mais qui essaye de rester qui essaye vraiment de réconforter quoi.
Est-ce que tu peux nous parler de la production musicale de ce morceau? La production musicale de ce morceau, c'est donc Paul-Éric Rouvière, avec qui j'ai fait, je pense, les 3/4 de cet album, que j'embrasse d'ailleurs, et avec qui on a une sorte de coup de foudre artistique, où je crois que la première fois qu'on s'est vu une après-midi, et je crois qu'on a fait 4 chansons. Enfin, c'est allé super vite. Et on a fait beaucoup de chansons. Ça a été quoi le mood board musical que vous êtes donné, en fait, les artistes que vous êtes échangés? En fait, ça dépend vraiment. En fait, moi, j'essaye de vendre un truc qui est invendable, qui est l'éclectisme. Et pour les labels, c'est, je pense, l'enfer. Mais pas pour le public. Pas pour le public, j'espère pas. Je pense pas, en tout cas. Je pense que c'est plus intéressant de jamais savoir où l'artiste va aller. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Et du coup, voilà. Mais par exemple, il y a pu y avoir du Ariana Grande, ou parfois, ça a pu arriver. Après, on a pu se dire, ah, c'est marrant, ça ressemble un peu à ça. Et il y a pu y avoir du Like Lee un peu. Des trucs un peu, et puis des trucs super vieux aussi, enfin je dirais Kabadou, enfin des trucs vraiment qui n'ont rien à voir. Même il y a juste un instrument qu'on est allé piocher un peu dans du Chronique de Dr Dre, enfin vraiment des trucs qui ont rien à voir et qui vraiment, pour le coup, moi j'ai aucune c'est tous les morceaux qu'on adore passer dans cette émission. Ouais. C'est très bien. On vient d'écouter le morceau de Bergman, Morpheus, Where You At. Je le rappelle, rien à voir avec Morpheus dans Matrix. C'est un morceau qui parle des insomnies. Ouais. Est-ce que tu fais tes nuits en ce moment? Depuis quelques jours, un peu mieux, c'est assez miraculeux. Mais depuis mes 3 ans, non, en réalité. Je m'endors à l'épuisement tout le temps. Et en même temps, ça m'a créé un petit monde à moi. Et t'as réussi à mettre un petit peu le doigt sur ce qui allait pas, ce qui te provoquait ces insomnies? Ouais, je pense que c'est des peurs d'enfants qui sont pas partis ou qui ont duré un peu longtemps et qu'en fait parfois on garde des mauvais plis. Mais je compte pas le garder trop longtemps, celui-ci. Après, ça permet de créer aussi. On le rappelle, cet album No Curfew, c'est une de nos révélations. On espère que Bergman va tout péter cette année. On va parler d'un morceau très triste de l'album. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau Sour Hour? Alors ce morceau, c'est certainement la raison je savais pas qu'on en parlerait, mais du coup c'est certainement la raison de mes insomnies. C'est une chanson sur ma maman qui a eu 7 cancers tout au long de ma vie, le premier quand j'avais 3 ans. Donc voilà. Et c'est une chanson pour demander pardon. Voilà. Pourquoi demander pardon? De pas avoir été l'enfant idéal. Je pense que j'étais en colère une bonne partie de ma vie parce que je trouvais ça injuste. Et du coup, j'étais une sale adolescente, on va dire. Ça a duré très très longtemps. Ah ouais? Ouais. Comment ça se manifestait? J'ai arrêté l'école déjà à 15 ans. Je sortais, je savais pas où j'étais, des trucs comme ça quoi. Et j'étais pas forcément là, mais on s'aimait quand même très très fort et c'était ma meilleure copine. Est-ce qu'on peut parler de ce morceau, Bergman? Oui, on peut parler de tout. Hein. Si je fais les chansons, c'est que je suis prête à en parler. La Corée du Nord, parlons-en. Oui, c'est un morceau sur. En fait, c'est marrant parce que c'est pas seulement un morceau sur forcément un garçon. C'est en fait, c'est sur ce sentiment qu'on a quand on veut appartenir à personne d'autre après une rupture. Mais j'avais aussi perdu ma mère au même moment, et du coup, je pense que je voulais appartenir à personne tout court. C'était pas forcément d'un point de vue romantique. Je pense qu'il y avait une sorte de moment mais après, c'est mon histoire à moi. Chacun entend la chanson comme il le veut, comme il le souhaite. Mais quand on sort d'une période où on perd sa mère, où on sort d'une rupture, d'une relation super compliquée, où est-ce qu'on va chercher la force en fait? En fait, je pense qu'on est en automatique totale. Et quand on a finalement la chance que j'ai eue, moi, c'est d'avoir la sensation de prendre la force de ma mère au moment où elle est partie. Et du coup, j'ai été une sorte de machine à ce moment-là, quoi. J'ai tourné le clip, j'ai foncé en fait. Et après, il y a un petit contre-coup, c'est sûr. Mais puis, mais le tout, c'est de pas être dans le déni, de vivre vraiment, d'aller au bout de ses émotions, et en écrivant des chansons, ça aide. Et aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, Mon quotidien, c'est écrire de nouvelles chansons en ce moment. C'est essayer de trouver un sommeil normal. Ça va mieux, ça? Ouais, ça va un peu mieux. Franchement, ça va un peu mieux. Et c'est des featuring à venir, écrire des clips, tout ça, quoi. Quand on voit l'éclectisme de l'album, oui, justement, on pense à des featuring. Ils vont venir d'où ces featuring? De quelle scène? Alors, j'en ai 2 de la scène plutôt rap, je dirais, et un autre. Alors, je saurais pas comment vraiment définir. J'ai presque envie un peu de dire.
avec qui avec Prudence, que j'aime beaucoup et que j'admire moi depuis très très longtemps. Et donc je suis très contente parce que c'est elle qui m'a contactée une première fois, puis ensuite moi, et en fait je pense qu'on a envie de travailler ensemble, quoi. Donc on va le faire là. J'ai rendez-vous avec elle demain en studio. Sister Act 1 ou Sister Act 2, on préfère lequel? Bah moi le 2 personnellement. C'est avec les enfants. Bah oui. Évidemment qu'on est tous là. Ouais, on est tous tombés amoureux d'elle, je pense. Lauryn Hill, c'est qui pour toi? C'est vraiment le début de beaucoup de choses pour moi. C'était l'inaccessible parce que elle a une voix incroyable, et en même temps il y a une vidéo de Lauryn Hill qui a 14 ans et qui fait un concours de chant, qui se fait huer par des idiots évidemment, mais moi je me dis comment est-ce qu'on se relève de ça? Bah non seulement elle s'est relevée de ça, mais elle est devenue Lauryn Hill, quoi. Et donc je trouve que c'est une sorte d'espoir, cette meuf. Enfin, je la trouve incroyable, quoi. Donc et puis sa voix, enfin tout m'a donné envie. Et elle est incroyable. Moi je tiens à profiter de cette occasion pour remercier DJ Snake qui m'a fait passer une journée avec Lauryn Hill où on a tapé des barres de rire et c'était juste incroyable. Et à la fin elle est montée sur scène à Coachella pour dire 1, 2, 3 vive l'Algérie. Et ça c'était il y a que DJ Snake qui peut faire dire à Lauryn Hill dédicace à l'Algérie. Ça c'est incroyable. Est-ce que maintenant tu te sens adulte, Bergman? Non, pas du tout. Toujours pas? Non, j'espère jamais. Ouais. Bah non, jamais. Je refuse. Pourquoi? C'est quoi un adulte pour toi? Je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de sérieux dans ce mot. Je préfère être sage, enfin m'assagir à certains endroits et rester une enfant dans l'âme et non pas une adolescente. Je préfère arrêter d'être une adolescente. Ça me plaît. Mais il y a rien de mal à être sortir enfant. De l'adolescence pour retourner en enfant. Exactement. C'est ça le chemin. Exactement. C'est logique. On vient d'écouter un morceau choisi par Bergman, c'est Anna Magidson. En 2 mots, pourquoi t'as choisi ce morceau? Parce que donc déjà Anna c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais au-delà de ça j'ai l'impression que en tout cas là, dans ma nouvelle page musicale je tends un peu à ce qu'elle fait elle, donc vraiment je l'admire musicalement et voilà, et je suis très fière de ce qu'elle a sorti, je trouve ça très beau. Écoutez, une autre de tes sélections avant de se quitter, c'est Juliette Armanet avec Qu'importe. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un morceau entre vous deux quand même, hein. J'adorerais, mais moi en fait elle fait beaucoup de bien à la jeune ingénue en moi. Pourquoi? Parce que je sais pas, elle me fait du bien, quoi. J'ai l'impression qu'elle met du miel dans mon cœur. Enfin, c'est trop bien. C'est un peu la Christophe féminine, je trouve aussi. Et si vous faites un morceau ensemble, vous l'appelez Miel Pop. Ça marche. Qu'est-ce qui va se passer en 2022 pour toi? Alors, c'est quoi la suite? Bah du coup, beaucoup plus de chansons en français. Ouais. Il y en a que 2 là dans l'album parce que je les ai écrites un peu au dernier moment. Mais c'est quand même une grosse découverte pour moi. Donc plus de chansons en français, beaucoup de collaborations. J'espère des nouveaux clips. Et voilà, et des concerts, pitié. On espère en tout cas que tu reviendras dans Verveine Underground. C'était ta première fois à la radio? C'était ma première radio. Je suis ultra fier que ce soit toi. Bah merci beaucoup. Et que tu sois chez nous. Merci, je suis hyper ravie. Et je te souhaite le meilleur pour cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bergman.